Bonjour, aujourd'hui dernière étape de l'aventure Inazuma Eleven originale. Aujourd'hui on parle de Inazuma Eleven 3. Pour cette vidéo, je parlerai de la version Ogre, la troisième version qui est en quelque sorte plus complète, apporte une partie inédite de l'histoire qui correspond globalement au film Inazuma Eleven et modifie 2-3 trucs par rapport aux versions de base. Et enfin, on quitte cette bonne vieille Nintendo DS pour aller sur la 3DS, ce qui au final change pas grand chose. Bon ok, je suis un peu mauvaise langue, la version 3DS de ce jeu est quand même un peu plus jolie. Légèrement. Et oui, je dis la version 3DS car le jeu est sorti à la base sur DS au Japon, avant d'être un peu remasterisé pour la 3DS, à l'occasion d'une compilation sortie là-bas regroupant les 6 versions des différents jeux. Bon, nous on n'a pas eu cette compilation, donc si on veut tous les jeux, faut raquer. Et voilà, nous pouvons parler du jeu. Le jeu commence dans le futur avec Kanon Evans, petit-fils de Mark, assistant au défilé des ogres dans la rue, avant d'être averti par Monsieur Killard d'un truc. Et comme j'ai pas spécialement envie de faire des allers-retours entre le scénario classique et le scénario ogre, on va expliquer ça maintenant, comme ça c'est fait. En gros, les ogres vont avoir une mission, retourner dans le passé à l'époque de Mark Evans pour anéantir le football, qui est prohibé dans le futur. Kanon va quant à lui tenter de les en empêcher, en stalkant son grand-père pendant la majorité du temps, et bon c'est globalement tout, on reviendra dessus quand il y aura des trucs importants à dire. Bref, donc dans le présent, c'est l'heure du mondial, et Mark a été convoqué pour participer à la sélection de l'équipe Inazuma Japon, une équipe regroupant la crème de la crème des joueurs du Japon, donc 9 joueurs de Raymond, 2 joueurs de la Royal Academy, 1 joueur de Kirkwood, 2 joueurs de l'Alus Academy, 1 joueur de Maritimes, un joueur du Cloître Sacré, un joueur de Fauchor, un mec de 45 ans et 3 randoms. J'ai l'impression qu'une équipe est un peu plus favorisée qu'une autre. C'est un peu ce qui m'embête, on a quasiment aucun adversaire du football frontière original à part David Samford et un des frères Murdoch, et même au final si on compte la deuxième partie de l'histoire, la plupart des joueurs ont déjà joué pour Raymond. Bref, donc en attendant de faire nos préparations, Nelly va aller enquêter à l'étranger et maintenant nous allons passer à l'épreuve de sélection. Épreuve du coup qui est un match qui ne va absolument pas impacter le choix final des joueurs, qui en soi est complètement compréhensible, faut que ça soit logique avec l'histoire prévue, mais dans la logique du match, je veux dire le seul attaquant qui a marqué c'est Shadow, c'est l'un des deux seuls qui est pas pris, c'est un peu con. Enfin bon, avant d'apprendre quels joueurs seront sélectionnés, nous apprenons que nous aurons un nouveau coach, un vrai coach. Parce que je rappelle que Hillman il gère un resto de ramen à la base. Donc on aura Monsieur Travis, apparemment un entraîneur maudit, et on aura aussi une nouvelle manageuse, Camélia, qui est une amie d'enfance de Mark. Et comme j'aime particulièrement aller à l'encontre des choix du coach, je vais aller recruter des joueurs random dans la rue, non parce qu'elle est bien sympa sa sélection, mais jamais je joue avec Jack ou Todd. Au premier tour des qualifications, nous affronterons l'Australie, qui viennent jusqu'à Raymond pour nous narguer, et comme match de préparation, on jouera contre l'équipe de Tori et Sue, combattra bien évidemment. Ça y est, les qualifications peuvent commencer, et c'est l'occasion pour nous de découvrir, ou de redécouvrir, les matchs scriptés. Bon, même si c'est pas aussi scripté que dans Go, souvent dans ce jeu vous serez forcé de vous prendre au moins un but par match, ce qui, on va pas se mentir, est plutôt chiant. Ce jeu c'est aussi l'introduction des tactiques spéciales qui permettent de rajouter un peu de piquant en match, même si des fois ça sert juste à rien. Bon, le match contre l'Australie est vraiment pas compliqué, on gagne 3 buts à 1 malgré le fait que Austin dans notre équipe n'ait pas envie de marquer alors qu'il est attaquant. Rendez-moi Shadow par pitié. Pour savoir qu'est-ce qui turlupine Austin, nous nous rendons au sud de Tokyo, au restaurant de sa mère, et là on apprend qu'il fonce aider sa mère dès que l'entraînement est terminé, et qu'il ne marque plus car plus jeune, à cause du fait qu'il était beaucoup trop fort, ses amis ont arrêté de jouer au foot avec lui. Également dans l'équipe on a Archer qui n'a jamais joué au foot. Bon, en temps normal ce sera un problème, mais franchement, vu que je recrute des gens random dans la rue, ça doit pas être le seul de l'équipe. Tout ça pour dire que notre deuxième adversaire sera le Qatar, et après avoir recruté un joueur qui a joué contre eux pour qu'ils nous disent qu'il ne sait en fait rien de cette équipe, nous pouvons aller les affronter. Bon là je me suis pris un but parce que j'ai été mauvais, mais sinon le match se déroule pas trop mal. Enfin, Austin se décide à marquer avec sa frappe du tigre. Et voilà, Austin, il n'y avait absolument aucune peur à avoir. Par contre, tu fais pas partie de mes plans pour le mondial, donc je pense que tu vas aller dans la réserve. Bon, maintenant que nous sommes en finale des qualifications, l'équipe des Jaloux veut prendre notre place. Cette équipe s'appelle Neo Japon, elle est dirigée par Lina Schiller, et globalement c'est une équipe composée de tous les joueurs un peu marquants du football frontière, ou de l'Alus Academy, qu'on n'a pas pu placer dans l'équipe de base. Et du coup, imaginons ils nous battent. Ils prennent notre place? On a le droit de remplacer une sélection comme ça? On n'aura pas le temps de se poser la question puisqu'ils vont perdre 5 buts à 1. Ouais bon, je comprends bien pourquoi vous n'avez pas été sélectionné. Nous affronterons donc la Corée du Sud en finale, et après un petit entraînement et un petit drama entre Axel et son père, on retrouve Aphrodite, Torche et Gazelle qui jouent tous les trois pour la sélection coréenne. Les ogres essaieront de les faire mal tourner mais ça marchera pas, et mis à part un but scripté, on leur roule dessus à la Corée du Sud. Et suite à ce match, Sean et Jordan, tous les deux blessés, quitteront l'équipe et seront remplacés par David et Kevin. Super, on me remplace 2 joueurs que j'aime bien par 2 joueurs dont je me bats les couilles. Bon, maintenant nous sommes au mondial et nous pouvons affronter les meilleures équipes du monde. D'ailleurs, j'adore la variété des équipes de ce mondial, non parce qu'on a 5 sélections européennes, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Italie et l'Espagne, 3 sélections américaines, l'Argentine, le Brésil
et les États-Unis, une sélection africaine, le Kostai, un petit pays imaginaire, et une sélection asiatique, le Japon. Enfin bref, le mondial se déroule à Ryukot, un lieu imaginaire, et c'est là que le jeu commence à devenir un peu plus intéressant, parce qu'il faut bien avouer que pour le moment c'était pas grandiose non plus. En arrivant à Ryukot, on se fait avoir par un pickpocket avant qu'un inconnu vienne nous aider, inconnu qui est Paolo, le capitaine de l'Italie. Pour ce mondial, chaque équipe aura son quartier représentant son pays, avec l'architecture qui colle et tout, ce qui, quand on y réfléchit, est un énorme gâchis d'argent. Nous sommes espionnés également par un vieux et un jeune homme qui s'avèrent être l'entraîneur de l'équipe du Kostai, et Hector, le capitaine du Kostai. Bref, donc direction la cérémonie d'ouverture, et évidemment, les gens nous pissent dessus car ils ne connaissent pas. Et notre premier adversaire dans ces phases de poule sera l'Angleterre. Donc direction le quartier anglais, que nous devons explorer avec une des 4 waifus de marque, à savoir Sylvia, Camélia, Celia et Jack. Bon, on avait déjà eu ce type de choix dans les autres jeux, je les avais pas montrés parce que c'était pas hyper intéressant, mais ici, on est Team Sylvia depuis le début. Tout ça dans le but de préparer une soirée, bon ok, pourquoi pas. Donc on croise aussi l'équipe de l'Angleterre qui se la pète, on part s'entraîner au sempiternel centre d'entraînement qui se trouve cette fois dans notre quartier. Enfin, nous pouvons aller au match, enfin quand même avant on doit passer par un espèce de labyrinthe. Vraiment, au lieu d'aménager l'île pour qu'elle soit au goût de toutes les nationalités, vous auriez peut-être mieux fait d'aménager l'accès au stade pour qu'on puisse y aller sans casser la gueule à 50 personnes sur le chemin. Non vraiment, Inazuma Eleven et le système de défi, ça finit vraiment en règlement de compte, non parce que tu tabasses 50 fois les mêmes joueurs. Bref, donc on affronte l'Angleterre et eux ils sont tellement mauvais que même le scénar veut pas leur accorder de but, donc on les explose 4-0, ensuite nous affronterons l'Argentine, mais Caleb fera une mystérieuse découverte concernant le nouvel entraîneur de l'Italie, un certain Mr. D. Ce Mr. D veut remplacer toute l'équipe d'Italie par son équipe à lui. Ok, bah du coup on a le droit. Et là, cerise sur le gâteau, Mr. D n'est nul autre que Sam, non je déconne évidemment, c'est Red Arc, avec une petite teinture blonde, pas dégueu. Non mais vous voyez, Inazuma Eleven original ne sait pas faire une histoire sans inclure Red Arc dedans. Donc nous décidons d'aider les Italiens à battre Mr. D et sa nouvelle équipe, mais vous connaissez Tonton Darkou et ses petites manigances, alors que nous l'affrontons et le battons par la même occasion, parce que son Jude version Wish, bah il est pas extrêmement fort. Tonton Darkou, il a décalé notre match contre l'Argentine au même jour, parce que oui, il a le droit de faire ça. Du coup, Marc, Jude, Caleb et David ne pourront pas participer à ce match, donc ça permettra à Darren de jouer 5 minutes, c'est pas mal, et c'est un match durant lequel nous sommes obligés de perdre, et je dis bien obligés car le match se coupe directement dès que nous égalisons. Tout ça pour dire qu'on n'a pas réussi à les battre. Je les aurais défoncés, qu'est-ce que tu racontes le jeu? Également, Shaun est de retour dans l'équipe, et cela signifie qu'un membre doit quitter l'équipe, et ce sera Todd. Et putain, même quand c'est pas moi qui le bolosse, le jeu s'en charge pour moi. Et même pas de réserve pour toi, mon garçon. Notre prochain adversaire sera l'équipe des États-Unis, où se trouvent Bobby et Eric, qui cette fois ne squattent pas la réserve. Ça c'était gratos. En nous rendant au quartier américain, nous apprenons que Sylvia a disparu, mais en fait c'est juste Eric qui voulait lui parler, et en gros il lui dit qu'il voudrait être joueur pro et que Sylvia l'accompagne. Bon, grossièrement, il lui avoue ses sentiments. Et bon, au vu des événements d'Ango où Sylvia est toute seule et s'occupe de la résidence Windsor en entraînant une équipe de vieux, j'imagine qu'elle a pas répondu favorablement aux avances d'Eric. Mais en fait, Eric a menti. La vérité c'est qu'il est blessé et que ce match contre Inazuma Japon pourrait très bien être son dernier s'il ne se fait pas opérer. Donc nous en apprenant ça, un grand prince comme nous sommes, durant le match, bah nous allons les battre, non sans difficulté, il faut bien le reconnaître. Et également, personne ne s'y attendait, mais Eric est sorti sur blessure et blabla, bon il va se faire opérer et tout est bien qui finit bien. Et également, j'ai décidé de laisser sa chance à un nul de Raymond pour qu'il brille au mondial, et évidemment, j'ai pris Steve car c'est un excellent joueur trop sous-coté alors qu'il possède des techniques super cool, et surtout parce que c'est le seul que j'ai réussi à avoir. Également depuis le début des rumeurs courent comme quoi le grand-père de Marc serait toujours vivant, et cette info se révélera être vraie car le grand-père de Marc est l'entraîneur du Kostai. Oui voilà, c'est le vieux qui nous stalkait. Et là attention mesdames et messieurs, vous m'avez entendu dire plus tôt qu'il y a la France dans ce mondial, eh bien c'est l'heure de les voir en action. Ils sont pas dans notre groupe, mais on peut voir un de leurs matchs, et ils vont affronter les ogres. Bah je le sens mal. Bon, là tout le scénario ogre s'enchaîne, Canon nous retrouve et nous emmène voir le match, mais on arrive trop tard, et la France a perdu 36-0. Décidément ils ont vraiment une dent contre nous. Hein. Quoique tu me diras, ça reste quand même un peu mieux que l'empoisonnement à la baguette dans Orion. Donc maintenant en direction la colline secrète pour affronter les ogres qu'on va battre. Attendez quoi, on les bat? Non mais ils perdent le premier match, c'est quand même du foutage de gueule. Et vous savez quoi, pour ce qui est du scénario ogre dans l'aventure principale, c'est fini. On les reverra plus. J'ai vraiment l'impression qu'ils savaient pas du tout comment inclure ça. Bon, pour une fois, comme je veux finir ce scénario, on parlera un peu du post-game. Vous m'obligez à continuer à jouer, non mais franchement quoi. Enfin bon, dans le deuxième groupe, le Brésil et le Kostai se sont qualifiés, et d'un autre groupe, ça se jouera entre l'Italie, les États-Unis et le Japon. Et notre dernier match, justement, sera contre l'Italie de Paolo et Tonton Darkou. Mais avant ça, évidemment, le classique labyrinthe pour accéder au stade. Et là, putain, faut être motivé pour voir ce match, hein, parce que franchement, c'est pas humain d'infliger ça aux gens. Durant la première mi-temps, nous prenons l'avantage, quand tout à coup, lors de la deuxième mi-temps, le capitaine de l'Italie, Nakata, fait son grand retour, à savoir que depuis le début, Nakata était là à quasiment chacun de nos matchs. Un stalker quoi. Et on apprend également que Tonton Darkou a payé l'opération des yeux de la sœur de Paolo. Bah voilà, vous voyez qu'il a bon fond finalement. Bon, on va peut-être pas oublier le fait qu'il a essayé de tuer des gens, mais il a fait une bonne action. C'est déjà ça. Et donc avec l'arrivée du capitaine ultra fort de l'Italie, ça va,
absolument rien changé. Ah, ça valait bien le coup de revenir, tiens. Bon, malgré une bonne action, Redark se fait arrêter, mais pas avant d'enfin finir cet arc avec Jude, où enfin ils font la paix. Super. Sauf que plus tard, on apprend qu'à son retour en Italie, il y a eu un terrible accident de la route et que tonton Darkou est mort. Non mais pas à nous, Darkou, tu nous as déjà fait le coup. Bon, à la limite, ça lui laisse le temps de se préparer à aller affronter des extraterrestres. Bref, donc nous sommes qualifiés et nous affronterons le Brésil, dont le capitaine Robinho nous demande de les laisser gagner, car mystère, on sait pas pour le moment, mais c'est pas grave, on va le dire. Donc l'équipe du Brésil est entraînée par Monsieur Zulan Rice, qui manipule ses joueurs, en gros en exerçant des pressions sur leur famille, etc. C'est également Zulan qui manipulait en quelque sorte tonton Darkou avant sa mort tragique, et donc nous nous transformons en enquêteurs du dimanche jusqu'à son manoir pour trouver les preuves l'incriminant, ce qu'on fait grâce à Hector et grâce aux différents capitaines du groupe A des sélections, donc les États-Unis, l'Argentine et l'Angleterre. Le groupe B, visiblement, ils sont pas intéressés. Également, Monsieur Hillman a des problèmes de santé et doit aller à l'hôpital. Ouais, il aurait peut-être mieux fait de rester au Japon et gérer son resto de ramen. Et enfin, nous arrivons au stade, vraiment sans aucun labyrinthe, best et mort, pour qu'on nous dise là-bas que nos preuves sont incomplètes et que Hector ne nous les a pas toutes données. Et j'ai beau réfléchir au pourquoi du comment, je sais toujours pas pourquoi il nous les a pas toutes données. Bref, donc on le retrouve, il nous donne tout, et on donne les preuves manquantes à l'inspecteur Smith, avant de jouer le match, et gagner, en remontant un peu le moral de l'équipe du Brésil, qui se sont libérés des chaînes de Zulan Rice, qui lui-même, grâce aux preuves, sera arrêté. Finalement, il n'en sera rien, car il va user de son pouvoir pour se tirer de cette situation, en n'oubliant pas d'essayer de tuer l'inspecteur Smith à coups de poutre qui lui tombe sur la gueule. Eh, mais c'est la technique de Redark, là, je reconnais. Dans la deuxième demi-finale, l'Italie va perdre face au Costaï, et donc maintenant, c'est l'heure de la finale. Mais avant toute chose, faut finir tout cet arc pas dingue avec Zulan Rice, donc il attaque le quartier du Costaï, nous allons à son manoir, nous affrontons son équipe, la Zulan Team, qui après avoir perdu se retournera contre lui, et enfin, Zulan Rice est arrêté. Bon, bah maintenant, c'est l'heure de la finale. Ah non, pas encore, donc avant ça, David Evans, le grand-père de Mark, bah lui avoue qu'il est son grand-père, la finale. On doit choisir l'heureux élu, Team Sylvia. Et sinon la finale. Et voilà, enfin la finale. J'ai presque pas attendu, c'est bien. L'équipe du Costaï, en réalité, c'est une équipe qui reprend les caractéristiques des joueurs originaux de Raymond. Alors c'est plutôt cool dans l'idée, par contre j'aurais bien aimé que les joueurs originaux de Raymond soient aussi forts que ça. Et après un match acharné, c'est terminé, nous sommes enfin champions du monde, tout est bien qui finit bien, pour l'aventure principale. Donc un peu plus tôt, Canon, qui était resté dans le futur pour faire je ne sais quoi, se fait enlever et perd sa machine à voyager dans le temps, qu'un garçon va trouver. Suite à ça, nous demandons au jeune garçon de nous la donner, pour arriver dans le futur à la recherche de Canon. Pour nous donc, après une séquence d'infiltration digne d'Inazuma Eleven, donc autant dire que c'est pas la spécialité de la maison, nous arrivons au stade des ogres que nous affronterons pour récupérer Canon. Ah bah non, du coup il s'est libéré tout seul, du coup bah on va les affronter pour les défoncer. Et bon... Ok, on n'est peut-être pas censé directement les affronter parce que je me suis fait déboîter. En même temps, ils sont super haut level et j'ai du XP assez longtemps pour avoir un niveau satisfaisant pour les battre. Et suite à ça, donc, bah c'est la classique Inazuma Eleven. Hein. On leur dit un truc du style, tu vois, t'as pris plaisir à jouer. Le capitaine il se rend compte que c'est vrai. Tout le monde est copain. Et voilà, c'est la fin du scénario Ogre, qui bon, au final, valait pas spécialement le coup. Et bien voilà, maintenant voyons un peu plus en détail le gameplay. Gameplay qui est similaire à ce qu'on a vu avant. Cependant, les tactiques spéciales permettent vraiment d'ajouter un petit truc. C'est même assez pété dans certains cas, car ça te permet pour certaines tactiques de récupérer le ballon et en plus d'être dans une situation idéale pour marquer. Et ça alors que tu pouvais être dans ta surface de réparation à la base avec un adversaire prêt à marquer. Petit point positif concernant les défis maintenant. Alors, c'est toujours le même système de tu marches et tu te fais agresser par des équipes. Mais cette fois-ci, j'ai quand même l'impression que la fréquence d'apparition a vachement diminué. Il m'est arrivé plusieurs fois de chercher des défis et que aucun ne se déclenche pendant un moment. Et je vais pas m'en plaindre, je préfère ça à me faire harceler tous les 3 pas. Concernant l'histoire, elle est plutôt pas mal malgré le scénario Ogre qui est là juste pour justifier de te faire payer 40 balles un nouveau jeu, quasiment similaire aux deux autres. Un peu à la manière des 3e versions de Pokémon, genre Emerald ou Platine. Tiens, ça c'était gratuit. Et globalement, c'est pas mal, ça conclut très bien la série originale même, tout en continuant à se barrer un peu en couille avec les voyages dans le temps et tout. Le jeu est très agréable à jouer, pour preuve j'ai insisté comme un con pour faire un peu de post-game alors que c'était vraiment pas nécessaire. Les matchs s'enchaînent bien, c'est toujours plaisant, donc ça c'est super. Et maintenant, la rubrique recrutement, ce qui devient une habitude. Dans ce jeu, plus de recherche de joueurs par Celia ou Monsieur Hillman, seulement des transferts des joueurs d'autres équipes du football frontière international, ce qui semble très con quand même quand on y réfléchit. L'éternelle chaîne de relations qui cette fois-ci, mon dieu, est beaucoup mieux foutue que dans les jeux précédents. Alors, si tu cherches un joueur, tu sais toujours pas où aller, mais cette fois-ci, j'ai pas eu de problème du type tu rencontres un joueur super tôt que tu ne peux pas recruter avant la fin du jeu. Peut-être que j'ai juste eu de la chance cette fois-ci. Nouveauté également, mais certains joueurs vous rejoindront après un défi. C'est d'ailleurs la seule méthode de ce jeu qui sera conservée dans les jeux Go. Ça va, c'est plutôt correct comme système de recrutement. En tout cas, dans ce jeu, j'ai rarement mis du temps avant de recruter un joueur de cette façon. Le plus compliqué étant de tomber sur le bon défi. Et enfin, mesdames et messieurs, le pire système de recrutement, tout jeu Inazuma Eleven confondu. Le recrutement par gacha. Oui, c'est peut-être pire que les 4 joueurs de Go, qui au moins, même si c'est super long, bah te permet de viser le joueur que tu veux. Là, pour avoir le joueur que tu veux, faut être dans la bonne zone, avoir la bonne couleur de jeton, et ensuite c'est au pif total. Tu peux très bien avoir 40 joueurs random avant d'avoir celui que tu veux.
sans compter le fait que les joueurs des équipes importantes des jeux précédents, c'est-à-dire les équipes du Football Frontier et de l'Alus Academy, ne peuvent pas être obtenus avant la fin du jeu, sauf rares exceptions comme Steve, Jim, Timmy et Sam de Raymond. Et je trouve ça extrêmement stupide. Alors encore pour des versions alternatives de nos joueurs, je peux comprendre, genre les Empereurs Noirs, Xené ou Janus, mais les autres joueurs, je trouve ça vraiment nul. Après, il y a quand même un large choix de joueurs recrutables, mais je trouve ça quand même vachement dommage. D'ailleurs bon, à la base je voulais garder une équipe similaire entre les versions, mais bon, force est de constater que c'est raté, à l'exception de 1 ou 2 joueurs, parce que bon, entre le fait de déjà trouver le joueur, savoir la méthode qu'il faut, et si c'est du gacha, avoir de la chance, bon, ça m'a un peu saoulé. Mais en conclusion, pour ces 3 jeux de la série originale, on peut vraiment sentir une amélioration nette. Les matchs sont plus vite comme dans le premier, alors certes du coup on est obligé de scénariser un peu les matchs, mais c'est un mal pour un bien, puis c'est jamais trop, on verra ce que ça donne quand c'est trop, c'est vraiment pas agréable. Ah, jamais on trouve ça chiant de devoir rattraper un but, ou de s'en prendre un alors qu'on n'aurait pas dû. La trilogie originale nous aura donc laissé avec un super jeu, largement meilleur que les 2 derniers, même si la nostalgie aura plus tendance à faire ressortir le deuxième jeu. Les jeux ont subi quelques petites modifications à chaque fois, qui n'ont fait qu'améliorer la qualité des jeux, si on exclut le système de recrutement qui au final n'aura jamais été meilleur et aussi simple que dans le premier. Certains joueurs s'arrêteront à ce 3e jeu, n'ayant pas spécialement d'attache avec Go, d'autres tenteront l'expérience Go sans succès, et d'autres feront gentiment la transition avec Go, avec les jeux Go Lumière et Ombre, qui ne seront qu'une étape dans la conception du meilleur jeu de la série, Inazuma Eleven Go Chronostone, et non, j'ai toujours pas changé d'avis, les jeux Inazuma Eleven Go Chronostone sont pour moi les meilleurs de la série, très largement même. Mais ça ne veut pas dire que cette trilogie originale n'a pas son lot de qualité indéniable. Et voilà qui conclut cette vidéo sur Inazuma Eleven 3, les ogres attaquent. La prochaine étape ce sera Inazuma Eleven Go Lumière et Ombre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Je vous retrouve une prochaine fois. Au revoir.